Donc vous l'avez dit, je suis philosophe, je suis désolé, personne n'est parfait, mais rassurez-vous, j'ai vraiment de mauvaises fréquentations depuis longtemps avec la psychanalyse en général et avec des psychanalystes en particulier. Et j'ai donc intitulé mon exposé « Questions éthiques posées par le marché en plein essor du changement de sexe ». Et bien sûr, je vais commencer par la fin de cet intitulé « Le sexe et le changement », la question du changement de sexe. C'est une question pas anodine, puisqu'on est là, évidemment, au cœur du vivant, lequel est l'objet de certaines sciences, dont la biologie et la génétique. Et a priori, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de partir de là, pour savoir de quoi on parle. On disait donc autrefois que le sexe chez les humains était déterminé par l'existence de chromosomes différents chez le mâle et la femelle. XY pour l'homme, XX pour la femme. Certains, peut-être même parmi vous, en sont peut-être encore à cette idée. Or, vous le savez, la science s'est constituée de révolutions et c'est arrivé un beau jour lorsque, patatras, on a trouvé des femelles X, Y et des mâles XX. Donc les scientifiques ont dû revoir leurs copies et aux dernières nouvelles, qui sont récentes puisqu'elles datent de 1989, c'est-à-dire d'il y a peu de temps, vous voyez qu'il a fallu quand même très longtemps attendre pour que les humains aient idée de ce qui est décidé de leur sexe. On ne savait pas. Donc le sexe est déterminé par le gène SR, pas I, hein, Y. C'est pas le SRI, c'est pas le symbolique réel imaginaire dont vous parlez, c'est pas votre SRI lacanien, c'est le SRY de l'anglais Sex Determination Region of Y Chromosome. C'est un gène, dit architecte, qui est situé sur le bras court du chromosome Y, en position YP11-31, si vous voulez tout savoir. Et c'est ce gène SRY qui est responsable du développement des gonades indifférenciées et de leur transformation en testicules. Bref, si vous avez le gène SRY, vous êtes un homme, comme tel, testiculé, sinon vous êtes une femme. C'est ce gène qui explique qu'il existe, dans de très rares cas, des mâles XX. On parle alors d'une translocation du gène SRY chez un embryon XX, conduit donc à un phénotype masculin malgré un karyotype féminin. Donc ça sera un homme, testiculé. Et donc il existe aussi des femmes XY qui auront, elles, un gène SRY, mais non fonctionnel parce qu'il est toujours alors porteur d'une mutation ponctuelle. Ça donc c'est le sexe chez les mammifères, dont, à ma connaissance, sauf votre respect, nous sommes. Mais vous avez peut-être remarqué que nous ne sommes pas que cela, puisque nous sommes dotés d'une propriété singulière, dont venons beaucoup de parler depuis ce matin, et évidemment qui est spécifique aux humains et qui change tout. Nous sommes donc non seulement vivants, mais aussi parlants. Et c'est ce qui nous plonge dans une seconde économie, l'économie discursive, celle où, disons, on se paie de mots. Je dis que ça change tout parce que du coup, rien ne vous empêche alors de vous dire que vous êtes tombé, si vous parlez, du mauvais côté, là où la loterie génétique vous a déposé à la naissance. Bref, vous pouvez parfaitement naître femme, mais vous dire ensuite que vous auriez préféré être un homme ou que vous vous sentez homme, ou le contraire.
mais c'est ainsi, puisque vous parlez, vous pouvez contredire votre réalité biologique. C'est un droit imprescriptible de sujet parlant. Du coup, si vous contredisez, vous avez en gros deux solutions. Soit vous ne dites rien à personne parce que vous avez peur de représailles et que les représailles ça fait souffrir. Deuxièmement, deuxième solution, soit par exemple vous, homme de corps mais femme en esprit, vous allez pour avoir tous les hommes pour vous, tuer imaginairement toutes les femmes et vivre dans une communauté monosexuelle de mâles. Ça peut commencer par le couple homosexuel, mais ça peut s'élargir, par exemple, avec toute une série de communautés. Les bikers, par exemple. Les clones moustachus. Les bodybuildés. Voire même les curés. Grande communauté monosexuelle. Et dans ce cas-là, soit vous serez plus mâle que mâle, comme par exemple chez les bikers ou les bodybuildés, soit vous allez vous parer de 20, 50, 100 ou 200% de traits empruntés à l'autre sexe. Dans ce cas, si vous êtes un homme biologique, au minimum, si vous parez de quelques traits de l'autre sexe, vous pourrez par exemple lever l'auriculaire un peu plus que de raison, ou vous pourrez porter par exemple au maximum la panoplie complète de la drag queen. C'est là un lieu où l'imagination est féconde, et je laisse donc à chacun imaginer tous les degrés imaginables et possibles entre les deux, du petit doigt donc à la drag queen. On est là dans l'ordre du genre. C'est un théâtre, le genre. Et on a fini par comprendre que pour bien réfléchir à cette question, il fallait commencer par s'abstenir de toute pensée morale sur cette question. Je vais y revenir. L'homosexualité est un pur effet logique de la double condition de l'homo sapiens. Il vit et il est donc nécessairement mâle ou femelle, mais comme il parle, il peut signifier, secrètement ou publiquement, qu'il n'accepte pas les conséquences sociales de son état biologique. Cela existe depuis les origines de l'humanité. C'est pourquoi il faut distinguer entre le sexe et le genre. Le sexe est biologique et relève du réel, et le genre, psycho, sociologico, discursivo, culturel, et relève de l'imaginaire. Et de fait, le genre existait bien avant qu'on ne crée des études de genre, puisque cela est arrivé chez tous les peuples du monde depuis la nuit des temps. Je vous rappelle pour mémoire qu'outre les travelots européens, on connaît les Hijras de l'Inde, les Faafafines de Polynésie, les Katoès de Thaïlande, les Swartjin des Balkans, les Akawaïnés maoris, les Burwachas d'Albanie, les Bakla des Philippines, les Wingte Sioux d'Amérique, les Muches du Mexique et bien d'autres encore. Je veux dire que s'il y a deux sexes, il y a 1000 genres, car vous pouvez varier à l'infini les façons de signifier que vous n'êtes pas celle que l'on croyait. En faisant un peu ou beaucoup le travesti, l'homophile, l'inverti, le pédéraste, l'uranien, le sodomite, le berdache, la drag queen, le drag king, le queer, l'androgyne, le transformiste, le XX boy, le boy Z, le new half, le she-male, j'en passe, et des meilleurs, puisqu'il y a 1001 façons de s'afficher et finalement de jouir, susceptibles de s'épanouir en autant de genres différents. Si je rappelle cette double condition, c'est parce que cela est souvent oublié dans les débats actuels. Notamment, souvenez-vous, des débats
à l'occasion du mariage dit homosexuel, où l'on a vu qu'il existait une confrontation violente entre ceux qui se trompent en disant qu'il n'y a que le sexe et ceux qui se trompent en disant qu'il n'y a que le genre. D'où la visée de mon propos. Y aurait-il un moyen d'avoir un débat un peu sérieux sur cette grave question humaine, tenant compte comme telle des deux dimensions? La position de ceux qui disent qu'il n'existe que la dimension du sexe et de la reproduction sexuée est constituée aujourd'hui des franges subsistantes de l'ancien discours du patriarcat. Elle se recrute souvent à droite, dans les milieux pensant que le père constitue le principe d'autorité fondamentale, et dans les milieux religieux qui, toute obédience confondue, tiennent à peu près ce discours. Dieu a voulu que l'espèce humaine soit divisée entre hommes et femmes, d'où il s'ensuit que le sexe n'a pour finalité dernière, sinon exclusive, que la reproduction de cette espèce. Mais bien sûr, ce déni des activités fantasmatiques et érotiques s'expose à subir de sérieux retours du refoulé, lesquels n'ont pas manqué de se produire dans l'Église catholique et romaine même. Je parle entre autres de l'homosexualité plus ou moins latente d'une bonne partie de l'Église catholique et romaine. Voyez par exemple le livre formidable de Martel qui s'appelle Sodoma sur la curie romaine. Et je parle surtout aussi du syndrome pédophilique dont ont été suspectés, voire inculpés, bon nombre de prêtres. Et de l'autre côté, il y a ceux qui soulignent qu'il est dans la vocation de l'humanité de s'affranchir des normes de la nature. C'est cela même qu'on appellerait culture. À ceci près que s'en affranchir est une chose, les récuser en est une autre. En effet, peut-on, alors même qu'on vit, récuser totalement le réel de la sexuation du corps au profit de l'imaginaire sans borne, du fantasme inhérent au fait de parler? C'est pourtant cet écrasement de la dimension réelle et cette valorisation exclusive de la parole et de ce qu'elle engendre, le fantasme, qui a les faveurs de la postmodernité, laquelle se pense par là hautement révolutionnaire. On en vient alors à vouloir soutenir le fantasme jusqu'au bout, et cela contre le réel même qui y fait obstacle. C'est ainsi que les tenants de cette position se sont persuadés que référer l'identité à la dimension réelle ne procédait que du discours du patriarcat et qu'il y avait donc lieu d'en sortir séance tenante pour ne plus tenir compte que de la dimension imaginaire. Alors si, au lieu de les opposer, on essaye d'articuler ces deux dimensions caractéristiques du parla-être, magnifique néologisme de Lacan, qui rend compte que chez l'être humain, ça parle, donc ça parle, et être, ça vit. Donc si on essaye d'articuler ces deux dimensions, on arrive à cette proposition: vous pouvez choisir votre genre, mais vous ne pouvez pas choisir votre sexe. On ne peut pas choisir son sexe parce que celui-ci est donné d'avance. La preuve, un transsexuel, male to female, après une opération dite de transition vers le sexe femelle, restera avec le fameux gène architecte SRY au fond de ses cellules, qui détermine une fois pour toutes son sexe mâle avec toutes ses implications, notamment qu'il n'aura pas de menstruation et qu'il ne pourra jamais porter un enfant. Quant à la transsexuelle femelle réassignée en mâle, elle ou il ne disposera pas du gène SRY, qui fait, entre autres, qu'elle ne connaîtra jamais l'érection spontanée qui caractérise la vie et la sexualité d'un homme, et elle sera réduite à actionner une prothèse pénienne
avec une pompe dissimulée dans l'un des testicules reconstruits. Ce qui contrevient à ce que le poète, parlant de l'homme, a de longtemps remarqué. Vous connaissez la chanson de Brassens, « La bandaison, papa, ça ne se commande pas ». Et si Brassens ne suffit pas, j'ajoute Montaigne, l'homme, disait-il, est celui qui doit faire avec ce que Montaigne appelait dans les essais l'indocile liberté de ce membre qui se manifeste de façon si opportune lorsque nous n'en avons que faire et qui défaille de façon tout aussi inopportune lorsque nous en avons le plus grand besoin. Ajoutez à cela que Pompée n'est pas éjaculé. Je veux dire que la pompe pénienne, même frénétiquement agitée, ne mènera jamais à ce spasme de la petite mort, bien connu et décrit par Bataille, qui définit spécifiquement la jouissance masculine. De même, je n'ai nulle part lu qu'un homme réassigné en femme puisse connaître la jouissance autre, notée par Lacan, de la femme. Celle qui peut se passer de l'organe, à la différence de la jouissance masculine. Au point où elle peut jouir sans qu'on la touche. Ce qui ne veut pas dire que des mots ne peuvent pas la toucher. Dans ses organes même. Si vous voulez savoir de quoi je parle au juste, je vous recommande de lire les écrits autobiographique de Teresa de Jesus Davida, qui ne date pas d'hier, mais de 1559. Je vis un ange proche de moi du côté gauche. Je voyais dans ses mains une lame d'or et au bout, il semblait y avoir une flamme. Il me semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur et atteindre mes entrailles. Lorsqu'il la retirait, il me semblait les emporter avec lui et me laisser tout embrasser d'un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle m'arrachait des soupirs. Ce n'était pas une douleur corporelle, mais spirituelle. Même si le corps y participait un peu, et même très fort. Et même très fort. Jouissance féminine, vous dis-je, qui se repère parfaitement comme Bataille et Lacan ont été voir chez les mystiques. Or, à partir de là, il faut entrer dans une troisième économie, l'économie symbolique. L'économie symbolique, elle est politique puisque c'est là où se règle le double rapport qui définit l'être humain, comme disait Lacan. La seule chose sûre que l'on sait sur eux, je l'ai dit, c'est qu'ils sont marqués par la différence sexuelle. Au sens où, pour que l'aventure continue, il faut que, bon an, mal an, un certain nombre de cellules sexuelles mâles rencontrent in vivo ou in vitro des cellules sexuelles femelles. Lacan parlait à cet endroit, c'est dans le séminaire L'Angoisse, du réel de la rencontre de deux cellules. Du réel de la rencontre de deux cellules, mâles et femelles. Et à guère que de ça dont on soit sûr. Après, à l'étage au-dessus de ce réel, à l'étage symbolique, il n'y a pas de règles préécrites. C'est comme ça que j'entends ce que disait Lacan à cet égard. Là, il n'y a pas de rapport sexuel. Tous les arrangements sont possibles. Est-ce que ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut ? Pas du tout. Parce que le maître d'une époque, le maître, il n'aime pas le foutoir. L'anarchie, c'est contraire à son principe. Ce qu'il préfère, c'est la monarchie, avec des règles dictant
ce qui est prescrit et ce qui ne l'est pas. En Occident, je vous le rappelle au cas où vous l'auriez oublié, pendant 2 millénaires, le maître a voulu que cette fatalité biologique à laquelle il ne pouvait rien, 2 sexes, soit réglée en faisant en sorte que l'un soit soumis à l'autre. Ce qui a donné un ordre théologico-politique, un ordre religieux avec un Dieu le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire un système pas trop centré, impliquant la dominance du Père sur le Fils et de l'homme sur la femme. Un bien bel ordre, complètement injuste, mais narrativement bien figurable et politiquement solide, qui rend nostalgique beaucoup de sujets actuels. À cette époque bénie, qui vous classait comme homme ou comme femme, avec des places bien définies, il y avait un lot de consolation. Vous pouviez goûter au plaisir interdit et choisir non pas votre sexe, puisque c'était donné d'avance, mais déjà votre genre, lequel ne joue que sur les apparences et les pratiques, et vous a donné ainsi en coulisses au plaisir défendu. Et apparemment, les sujets de l'époque de cet homme ne s'en sont pas privés. Demandez-le par exemple à Monsieur frère du roi Louis XIV, le duc d'Anjou, dont on disait qu'il était grand adorateur du vice italien, que les Italiens évidemment nommaient le vice français, bien sûr. Eh bien, figurez-vous que toutes les bonnes choses ont une fin. Cet ordre religieux pas trop centré, Dieu le Père comme grand sujet, une figure centrale sur laquelle se règle toute la représentation. Cet ordre est apparu, c'est récent, ça date des années 60-70, comme, disons, moins rentable, avec moins de retour sur investissement qu'un ordre marchand, qui est un ordre non plus pas trop centré, mais je dirais pas trop centré, et même pas centré du tout, avec donc le marché comme nouveau maître. Pour le dire rapidement, on passe avec cet ordre d'un ordre solide à un ordre liquide. Je reprends donc le propos de Zygmunt Bauman, qui a travaillé sur la modernité ou la surmodernité liquide. Liquide parce que ça prône l'adaptation permanente à ce marché en expansion permanente qui ne cesse de se reconfigurer parce qu'il présente sans cesse des produits nouveaux de consommation et de nouveaux modes de production, ce qui exige de ces sujets une subjectivation flexible. Cet ordre, celui du marché, je pense avoir beaucoup travaillé sur cette question, est mu par, non pas la stabilité, mais par le toujours plus, ce que j'ai appelé la pléonexie. Pléon, c'est plus, et eken, c'est avoir toujours plus. Et c'est cet ordre-là qui est en ce moment en train de consumer le monde, autrement dit de détruire tant le monde physique, l'environnement, que le monde sociétal, que le monde psychique. C'est ce dernier point que j'examinerai ici en essayant de vous montrer que l'avènement de ce nouveau maître a produit un triple effet. Premièrement, il a produit la chute de l'autorité du Père sur le Fils. C'est bien, mais c'est surtout bien pour le marché. Cette chute a permis, comme l'avaient prévu les théologiens actuels, c'est-à-dire les marketingmen, de s'engouffrer, je cite, dans la fragilité de la famille et de l'autorité pour installer les marques comme nouveaux repères. Vous croyez peut-être que c'est moi qui invente ça, que j'affabule. Eh bien non, pas du tout. Je ne fais que vous citer l'argument du colloque de l'Institute for International Research, qui s'est tenu il y a quelques années à Paris,
et qui s'intitulait « Adopter une communication ciblée pour toucher l'enfant au cœur de son univers ». On y lit donc ceci, je répète. Il faut vous engouffrer dans la fragilité de la famille et de l'autorité actuelle pour installer les marques comme nouveaux repères. Je traduis donc ce que dit le marché. Plus de pères, don't worry, les marques seront des repères. Et cela a parfaitement réussi si vous considérez le nombre de jeunes veaux désormais estampillés par le marché et fiers de l'être, c'est-à-dire dûment marqués, c'est pour ça que je parlais des veaux, au fer rouge du logo des marques, qui portent bien leur nom, puisqu'ils les exhibent crânement. Bref, le nouveau maître de marché s'est présenté bon comme il est, comme celui qui allait libérer ses pauvres enfants de la tyrannie de l'ordre paternel. Pour que les choses soient claires, j'ajoute que c'était bien une tyrannie, l'ordre paternel, mais que la tyrannie du marché est probablement aussi dure, sinon bien pire. Cela, c'était dans la relation père-fils. Deuxièmement, dans la relation homme-femme. L'ordre marchand, décentrant l'ordre religieux, a permis de faire en sorte que les femmes, Marie-Jean, deviennent des prolétaires comme les autres, comme les hommes. Elles sont en train donc de quitter la soumission à l'homme, c'est tant mieux, vous voyez comme le nouveau maître est généreux, mais pour entrer dans la salle du marché. Troisièmement, dans l'ordre ancien, l'homme était voué à contrôler les femmes. J'ai un peu translittéré ça dans mes écrits en écrivant que l'homme était voué à contrôler les femmes. Pour faire entendre que le destin des hommes, autrefois, était de maîtriser l'accès au con de leurs femmes. C'est ça, contrôler les femmes. Ce que l'homme a longtemps fait, jusqu'à devenir le roi des cons. C'est un magnifique destin que l'homme a assumé avec brio. Même si c'était difficile de contrôler les femmes, je vous renvoie au livre d'Aragon, le con d'Irène. Il n'y arrive pas. Difficile, car pour se dérober à cette mainmise mâle sur leur utérus, les femmes ont eu la bonne idée de le rendre voyageur. Ça fait partie de la jouissance féminine. Avec un tel hystère baladeur, elles devinrent donc hystériques. Du grec hystéra, utérus. Ce qui leur permit justement de jouir ailleurs que là où l'homme les coinçait. Or, grand roi, te voilà destitué par le marché. Fini de jouer au roi des cons. Fais donc la femme si cela te chante. Tu n'as plus besoin de te cacher dans le placard pour les plaisirs interdits. Now you must come out the closet. D'où la litanie des come out. Même que des fois, tu sors tellement bien et tellement loin du placard que tu ne sais plus où tu habites. En lacanien, on dirait que tu ne sais plus où tu habites. Au point que, non seulement tu veux faire la femme, mais aussi être la femme. Prendre leur con. T'inventer un devenir con, un nouveau devenir con. Eh bien, ça tombe bien. Parce que le marché peut désormais t'offrir de devenir qui tu veux. Y compris femme, si toi, homme, le désires, ou le contraire, en offrant aussi aux femmes une belle revanche, une bite bien à elles, une vraie gonflable à volonté.
À moins que, comme dans Tintin et l'étoile mystérieuse, le champignon explose. N'allez pas en déduire, je vous prie, que le maître actuel, le marché, soit devenu bête au point d'avoir oublié les leçons de biologie humaine de la classe de 3e que je vous rappelais au début de mon exposé. Non. Le maître actuel de marché sait parfaitement qu'il y a deux sexes et qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Mais comme il n'y a pas plus libérateur que le néolibéralisme, puisque celui-ci présente désormais le sexe comme un choix dépendant de votre bon vouloir, pourvu que vous sachiez consommer, tout est là. Naguère se supposait droit au sexe, au choix du sexe, était réservé aux seuls candidats à la réattribution ou à la réassignation sexuelle. Mais c'était un trop petit marché, puisque aux États-Unis, pays où il y a le plus de transsexuels, leur nombre est estimé à 1% de la population, soit environ 2 millions. Le nouveau maître, le marché, a donc fait coup double. Premièrement, il occupe aujourd'hui tous les petits sujets, les névrosés, avec cette question. En premier lieu, les homos, bi, lesbiennes, queer et autres, en leur proposant le grand jeu. Non plus avoir quelques traits de l'autre sexe comme dans l'ancien temps, mais être l'autre sexe. En bonne stratégie financière, cela s'appelle faire une opération publique d'achat sur les populations LGBTQ. L'OPA, d'apparence amicale, consiste à lancer une procédure permettant de prendre le contrôle de ces groupes très intéressants pour le nouveau maître, car dotés de corps supposément insatisfaisants, qu'il leur promet de transformer selon leurs désirs. Ça pourrait donc s'écrire, si on avait un petit tableau, LGBTQ, flèche T. Direction trans. En un mot, ne restez pas des pédales et des aiguilles à l'ancienne, mais profitez du progrès. Un transport vers l'autre sexe, vers le transsexe, qui assurerait aux maîtres une mainmise sur leur corps et sur leurs esprits. Ils étaient en effet souvent, il faut bien le dire, des artistes ou des intellectuels créateurs. Le maître a tout intérêt à les emmener ailleurs, en occupant leurs esprits avec cette question. Il les empêche de devenir des petits Pasolini qui comprennent un peu trop bien ces jeux ou des petits Barthes qui déchiffrent un peu trop facilement ces mythologies. Ajoutez à cela que quand ils vendent leur corps au maître pour le transformer, c'est finalement eux qui payent. Et très cher, minimum 20 000. Car le maître leur offre l'impossible. Car, je le répète, il est impossible de changer de sexe, je le dis. Parce que je lis, y compris dans votre corporation, qu'il y aurait du nouveau dans la subjectivation, le mode d'être du sujet, parce qu'on pourrait désormais changer de sexe. Je réponds, attention, attention aux fausses promesses du maître. C'est un spécialiste, le maître, des fausses promesses. Il est à mettre dans le même sac que le maître d'autrefois qui promettait qu'on accéderait, par exemple, à la vie éternelle, si on respectait les commandements, ou qu'on allait tous devenir riches si on acceptait les lois du marché. C'est un habitué des fausses promesses. C'est comme ça, le maître est maître parce qu'il propose l'impossible. Il s'est même débrouillé, le maître, pour que certaines des opérations consécutives à la dysphorie de genre dont je vais parler soient prises en charge par l'assurance maladie. Vous voyez comme le nouveau maître est généreux et intelligent. Ça, c'était pour donc le passage, disons, vers la transsexualité. Deuxièmement, 1% de la population, c'est vraiment pas assez.
le maître, le marché veut plus. Créer un énorme marché en commençant dès l'enfance. Pour que ça soit possible, il a fallu mobiliser deux de ces industries de pointe, les industries psychiatriques et les industries culturelles. Les experts psy, pas vous, ceux qui fabriquent les manuels diagnostiques et statistiques des troubles mentaux aux États-Unis, on en est au DSM-5, ont bricolé la notion de dysphorie de genre, et aussitôt les marketing men des industries culturelles ont réalisé quantité de films et de documentaires qui ont permis de démontrer à beaucoup ce que j'appelle des petits sujets par rapport aux grands sujets. Le maître, c'est le grand sujet, les autres, c'est les petits sujets. Donc ça a permis au maître de démontrer à beaucoup de petits sujets qu'ils souffraient sans le savoir d'une incertitude quant à leur identité sexuelle. Vous savez comment fonctionne le DSM. C'est un parfait exemple de psychiatrie acéphale. Premièrement, il isole un symptôme, sans en faire l'étiologie, et deuxièmement, il incite à mettre en face de ce symptôme la molécule ou l'acte médical ou chirurgical censé le soigner. Il n'y a rien à élaborer, rien à perlaborer, à l'inverse de ce que propose le travail psychanalytique. La réponse arrive comme une solution validée par la science, avant même que vous ayez réfléchi à la question. Du coup, du fait de cette supposée solution, beaucoup ont mis leur souffrance diffuse, endémique chez les névrosés que nous sommes, au compte de ce facteur. C'est ainsi que la dysphorie de genre est devenue aujourd'hui un concept populaire, notamment grâce à la diffusion de films comme Petite Fille, par exemple, diffusé il y a quelque temps sur Arte, et pas mal d'autres documentaires. On a donc profité du fait que la sexualité titillait nécessairement les enfants pour les diriger vers une réponse que seul le marché pouvait offrir. Du coup, l'industrie pharmaceutique s'est mise, je dis bien l'industrie pharmaceutique, s'est mise à fabriquer des inhibiteurs de puberté qui, administrés aux enfants et aux adolescents, même s'ils ne sont pas diagnostiqués dysphoriques, empêchent le développement des parties sexuées. J'ai été invité il n'y a pas longtemps en Amérique du Nord pour faire une petite tournée, et croyez-moi, c'est déjà la norme aux États-Unis et au Canada, donner donc des inhibiteurs de puberté aux enfants, et croyez-moi, ça va arriver en France. Alors pourquoi leur donne-t-on des inhibiteurs de puberté? Eh bien, pour que ces enfants ou adolescents, je cite, décident plus tard en toute liberté du sexe qu'ils se seront choisis. Alors, vous vous demanderez peut-être comment ils vont faire ces ados pour choisir leur sexe, sachant qu'ils ne savent rien de contraire du sexe, puisqu'ils prennent des inhibiteurs qui les désexualisent. Eh bien, c'est que vous n'aurez pas compris que le marché a fait du sexe un horizon complètement abstrait, sans aucun lien avec les organes et le réel du corps. Ben, c'est facile. Il suffit d'utiliser le concept de performatif, mis au point dans les années 60 par le philosophe du langage John Austin, et de le reconfigurer. Alors vous savez peut-être qu'à l'origine, un énoncé performatif, quand ce qu'il dit est aussi un faire. Par exemple, quand le juge vous dit « je vous condamne à 20 ans », ça y est, vous êtes bouclé. Hein. Il suffit de le dire pour que vous soyez déjà en tôle. Ou je ne sais pas, prenez un autre exemple dans un autre champ. Si je rencontre une femme et que je lui dis « je t'aime », c'est un performatif, et que la malheureuse me croit, ça y est, on est dans une relation plus la même qu'avant que je lui dise. Quoi. Bon, c'est ça un performatif. Alors,
l'œuvre, justement, de celle dont on a beaucoup parlé, Judith Butler, repose entièrement sur la configuration, la reconfiguration de ce concept de performatif. C'est une post-foucaldienne qui soutient en effet que le sexe ne procède en rien d'une donnée naturelle, ce sont les postmodernes dont je parlais tout à l'heure, mais seulement d'une construction historique où se trouvent mises en œuvre des normes discursives qui font advenir dans le réel du corps ce qu'elles norment, c'est-à-dire des corps sexués. Je répète, au cas où vous n'auriez pas bien compris, je cite strictement Judith Butler, elle dit que les normes discursives font advenir dans le réel, dans le corps, ce qu'elles norment, c'est-à-dire des corps sexués. C'est-à-dire qu'il suffit que vous disiez quelque chose pour que votre corps change. Il suffit donc, si vous naissez homme, que vous objectiez à cette construction historique et que vous vous disiez à vous-même et aux autres, je suis une femme pour devenir une femme. En butlérien, on appelle ça resignifier. C'est aussi simple que cela, c'est un coming out performatif. Et grâce à ce coming out performatif, toi, homme, tu deviendras born again en femme. Alors, je vous donne la recette de cette transformation. Vous prenez un tiers de néo-évangélisme, celui qui affirme la possibilité d'une nouvelle naissance, vous permettant d'accéder enfin à votre vérité. À quoi vous ajoutez un tiers de vocabulaire managérial, celui des business schools, où on clame qu'il faut empower your life and your career now, pour devenir sans délai le manager efficace de votre vie et de votre carrière. Puis vous faites revenir le mélange dans un tiers de foucaldisme avec le concept grec de parésia, dire vrai, mais revu et corrigé par le philosophe, puisqu'il ne s'agit plus de dire la vérité, mais sa vérité. Vous chauffez le tout et au moment de l'ébullition, tout comme le liquide se transforme en gaz, vous, homme, serez changé en femme. Voilà. Vous aurez fait preuve d'une incapacitation, d'une capacité autoconférée, d'un empowerment, d'un pouvoir auto-octroyé et d'une agency, d'une capacité d'agir pour devenir femme. Voilà, le plus dur est fait. Le reste, c'est plus qu'une formalité. Il suffira pour que vous entériniez vos vœux que vous vous dirigiez vers les 3 autres industries de pointe du marché. Premièrement, les industries pharmaceutiques avec l'administration à vie d'hormones et d'autres produits. On appelle ceux qui se sont lancés dans ce processus des non-op. Les non-op, c'est les non-opérés. Ce qui dit assez, puisqu'ils sont non-op, qu'il leur manque quelque chose, l'op, et on les pousse donc, hop, vers l'opération. Donc, deuxième industrie de pointe, l'opération, c'est les industries chirurgicales qui vont proposer quantité d'opérations lourdes et mutilantes, dans chacun des deux sexes, une dizaine d'opérations, dont la castration bilatérale chez l'homme, la création d'un néovagin, chez la femme, l'ablation des seins, des ovaires, de l'utérus, plus une phalloplastie, et j'en passe. J'ai toute une liste là du nom des barbares, des opérations que doivent subir les candidats à la réassignation sexuelle. Il ne restera plus ensuite pour prouver aux autres et aux individus qui sujets à cette
opération, qu'ils ont bel et bien changé de sexe, il ne leur restera plus qu'à faire enregistrer auprès des tribunaux leur nouveau sexe et leur nouveau prénom. Mais la loi en régime néolibéral est très pragmatique. Elle ne prescrit rien. Elle ne fait qu'enregistrer les dires du moment. Donc la loi enregistre que vous avez changé de prénom et donc de sexe. Voilà donc ce que propose le marché pour exaucer les vœux des petits sujets. Voilà, je vais m'arrêter là. Je dis tout cela parce que je pense que les psychanalystes vont être confrontés à une demande croissante, voire exponentielle, de réassignation sexuelle qu'il leur faudra bien sûr entendre. Nul doute alors que la conduite de la cure impliquera des questions éthiques posées par ce que je viens d'essayer de formuler, au premier titre desquelles figure celle-ci, cette question: qui pose au juste la question du changement de sexe? Le sujet ou le maître, c'est-à-dire le marché? C'est là une question quand même qui vaut d'être posée lorsqu'on sait que le marché fonctionne sur la loi de l'offre et de la demande. Le marché est en effet ce qui offre un objet supposé répondre à une demande. Quand l'affaire est conclue, on dit que la transaction est réussie. Sauf que cette sacro-sainte loi de l'économie marchande, premièrement, occulte quelque chose d'essentiel à son propre fonctionnement, deuxièmement, n'est pas recevable dans le champ de l'économie psychique. Je m'explique. Premièrement, elle occulte le fait que c'est rarement la demande du sujet qui provoque l'offre du marché, mais souvent le contraire. C'est l'offre du marché qui provoque la demande du sujet. En d'autres termes, la demande est surdéterminée par l'offre. On pourrait travailler là-dessus sur quantité d'objets proposés par le marché qui ne faisaient l'objet d'aucune demande. Mais dès que l'objet arrive, hop, la demande, il fait apparaître la demande. Deuxièmement, cette loi de l'offre et de la demande n'a pas de sens dans le champ de l'économie psychique, parce que là, la transaction n'est jamais vraiment réussie. Pourquoi? Parce que là, on ne retrouve pas deux termes, mais trois au moins. On trouve un, l'objet du désir, souvent méconnu du sujet. Deux, l'objet de la demande, ce que le sujet demande effectivement, mais qui ne correspond pas nécessairement à son désir. Et trois, l'objet reçu, qui peut être encore autre chose. Problème donc, le collimateur ne fonctionne pas entre ces trois termes. L'objet reçu peut n'avoir rien à voir avec l'objet demandé, qui peut n'avoir rien à voir avec l'objet du désir. Ça fait quand même une série de malentendus. Je vais illustrer mon propos d'un exemple simple. L'objet du désir, c'est l'objet cause du désir, ce que vous appelez l'objet petit a, que vous mettez, je ne sais pas, 5, 10 ans, à cerner dans une cure quand vous êtes en cure. L'objet que vous demandez, ça peut être, par exemple, l'amour d'un autre être, même s'il n'existe pas, Dieu par exemple. Et l'objet reçu, offert par le marché, ça peut être un vibromasseur, dont rien ne vous dit d'interdit de penser si vous l'utilisez que c'est Dieu qui tient le manche. Tout le monde est content, mais ça ne colle pas entre ces trois objets. Ils ne sont pas du même ordre. Et bien, même chose ici. J'arrête, non, 4-5 minutes. La même chose ici. On part, disons, du tourment du sexe bien repéré par Freud, on passe par la supposée demande de changement de sexe, et on arrive à la réception d'un corps avec des organes non fonctionnels. Permettez-moi de penser qu'il y a de grands risques pour que la réception du dit corps se transforme en immense déception. Toutes ces opérations, après tant d'années, pour du pur semblant,
je vous laisse en tirer la conclusion à laquelle arrive tant de trans que j'imagine taraudés par cette question. Qu'est-ce qui les a conduits à se faire amputer volontairement? Je dis bien amputer parce que au cours des 2 ans de consultation nécessaires avant la prise en charge par l'assurance maladie, la question de l'amputisme doit être évaluée. Et ce n'est pas un petit symptôme, l'amputisme, dont souffrent certains patients, qui veulent par exemple absolument se faire amputer d'un membre sain. Par exemple, dans le cas d'une jambe, ça s'appelle l'apotemnophilie. Il faut m'enlever cette jambe étrangère qui n'est pas à moi. Il faut m'enlever cette jambe ou ses seins, ou ce sexe, ou ce sein et ses sexes, et bien d'autres choses encore. Voilà où logent, je crois, les questions d'éthique dans la prévalence du discours du maître sur celui du sujet. Surdétermination de la demande par l'offre, fausse promesse de changement de sexe car on ne change pas de sexe, réponse chirurgicale et industrielle, coût exorbitant, tout cela présenté comme un accomplissement. Et voilà, en prétendant donc qu'on peut acheter le sexe au rayon des supermarchés des industries psychiques, pharmaceutiques, chirurgicales, le marché signifie qu'il dispose d'un pouvoir sans limite qu'il met généreusement au service de la libération de l'individu. Cependant, en réfléchissant sur cette proposition de réassignation sexuelle, c'est autre chose qui apparaît. C'est le spectre d'une humanité déboussolée. Car, assignés à résidence sexuelle, nous l'étions. Lacan disait, vous habitez à homme ou à femme. Mais si on peut désormais réassigner, c'est que l'assignation première a été levée, elle est caduque. Ce qui ne peut que dissoudre aux yeux des petits sujets le repère de la différence sexuelle qui était leur seul réel. Le réel de l'existence de deux sexes en tant qu'il n'ordonnait rien de moins que les grandes affaires humaines, le désir, la vie et la mort. Le désir parce qu'il sera alors atteint dans toutes ses dimensions. Le désir hétérosexuel, certes, puisque l'hétéro, par définition, croit à l'existence de deux sexes, puisqu'il va chercher son partenaire dans l'autre sexe. Mais aussi désir homosexuel, puisque l'homo doit bien reconnaître qu'il existe un autre sexe, afin de choisir son partenaire dans le même que le sien et qu'il ne se gourre pas. Deuxièmement, c'est la vie aussi qui sera atteinte, parce qu'elle n'aura plus de sens si on ne veut plus savoir qu'il faut que deux cellules mâles et femelles se rencontrent in vivo ou in vitro pour que ça continue. Quant à la mort, elle deviendrait insymbolisable, c'est-à-dire absurde, sans référence à la reproduction sexuée, puisque celle-ci implique que les individus meurent pour que l'espèce survive. Du coup, c'est bien la question du transhumanisme, comme plusieurs d'entre vous l'ont posé, qui se profile immédiatement à l'horizon. Je terminerai en vous rappelant cette remarque de Freud qui prend un siècle plus tard une nouvelle actualité. En 1914, c'était un mois avant la guerre. Il disait « Quiconque promet à l'humanité de la libérer des épreuves du sexe sera accueilli en héros. On le laissera parler, quelque ânerie qu'il débite. » Il faudrait ajouter aujourd'hui quelques monstruosités qu'il propose. Voilà, merci.